Alors, on reprend nos travaux. Nous accueillons le regroupement des groupes de parrainage et organismes. Silence, s'il vous plaît, dans la salle. Merci. On reprend nos travaux. Alors, regroupement des groupes de parrainage et organismes au Québec. Bienvenue à vous deux. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Vous avez 10 minutes pour votre exposé et par la suite, on va procéder à une période d'échange. Alors, la parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente. Donc, au nom du regroupement des organismes et groupes de parrainage de réfugiés au Québec, je vous remercie d'avoir accepté de nous entendre. Je me présente, Sandra Collomb, coordonnatrice du volet parrainage à la PCRI, et mon collègue Hugo Ducharme, coordonnateur du parrainage au service jésuite des réfugiés. Donc, le ROCPRAC est un regroupement d'organismes et de groupes de parrainage au Québec. Nous représentons ces groupes et organismes et notre mission est de promouvoir et soutenir le programme de parrainage collectif des personnes réfugiées. Pourquoi? Parce que ce programme représente pour les personnes réfugiées l'espoir de pouvoir vivre dans la dignité et la sécurité au Québec. Et pour les Québécoises et Québécois, c'est une façon concrète d'exprimer nos valeurs humaines, se faisant solidaires des personnes réfugiées à travers le monde. Donc, notre groupement se concentre, comme le nom l'indique, sur le parrainage collectif, donc le parrainage privé de réfugiés qui sont sélectionnés à l'étranger. Il y a également, comme vous le savez, les réfugiés pris en charge par l'État qui sont également sélectionnés à l'étranger et les demandeurs d'asile qui sont reconnus sur place. Le ROCPRAC a le souci du bien-être de tous ces individus, mais se concentre davantage sur le programme de parrainage collectif. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Hugo. Bonjour, je vais d'abord faire un petit rappel historique du parrainage et de la réinstallation au Québec pour montrer l'importance du programme au niveau historique. À la fin des années 70, le ministre de l'Immigration de l'époque, M. Jacques Couture, a déposé une motion à l'Assemblée nationale du Québec. Cette motion est venue dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'il y avait un bateau de réfugiés de la mer au large et pour pouvoir accoster sur une île, les autorités de ce pays-là demandaient que des pays occidentaux acceptent d'accueillir des réfugiés de la mer. Les différents gouvernements, dont celui du Canada, tergiversaient, on les accueille, on les accueille pas, on les accueille, on les accueille pas. Le ministre Couture a fait, nous au Québec, on est prêt à en accueillir. On est prêt à en accueillir tant. Il a présenté une motion à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité. Et cette motion a poussé le gouvernement du Canada à eux-mêmes dire, ben, si le Québec est prêt à en recevoir, nous, comme pays, on va en recevoir aussi. Et l'ensemble du pays va en recevoir. Ce qui fait que le Québec est à la fois le pionnier du parrainage collectif et de la réinstallation de réfugiés partout dans le monde. C'est grâce à nous si ces programmes-là existent. Et c'est un fleuron du Québec que le programme de parrainage de réfugiés. Il incarne deux des valeurs québécoises qui nous sont chères. Le peuple québécois a toujours été historiquement un peuple d'accueil, un peuple ouvert et un peuple qui exprime des valeurs de solidarité. La solidarité s'exprimait même dans notre mobilier. On avait un banc de quêteux dans nos entrées de maison pour pour aider les gens. Donc, et on a toujours été touchés par par les crises humanitaires et le programme de parrainage est justement un des outils qui permet à la société québécoise, aux gens de la société civile, d'avoir un impact sur des crises internationales qui les touchent.
Et c'est un des points qui fait que qui souligne l'importance de ce programme-là. Et qui fait que ça nous chagine beaucoup de voir qu'en ce moment, les admissions au programme sont suspendues et pour une longue période. Il faut savoir aussi que le programme de parrainage des réfugiés, c'est un espoir pour les personnes réfugiées vivant ici et un espoir de pouvoir faire venir leurs frères, leurs sœurs, qui sont eux-mêmes des personnes réfugiées et qui attendent ailleurs. Et euh, le fait de ne pas pouvoir les faire venir, ça fait aussi que ça laisse une partie d'eux qui n'est pas vraiment ici et c'est un frein à leur intégration. Donc, c'est vraiment un programme qui apporte de l'espoir aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de souligner. Et pour nous aussi, c'est important euh, d'avoir un programme de parrainage qui est solide, pérenne. C'est pour ça que le RODPRAC demande le retour des ententes cadres pour les organismes de parrainage expérimentés afin de mieux planifier l'arrivée des personnes réfugiées parrainées et d'être capable de voir les choses venir. Un des avantages des programmes comme le programme de parrainage des réfugiés puis des prises en charge par l'État, c'est justement parce que ça permet de planifier l'arrivée des réfugiés, contrairement à d'autres programmes humanitaires, et c'est quelque chose qui est important. Donc, je vais passer la parole à ma collègue pour la suite. Donc, comme mon collègue l'a mentionné, on peut, dans le cahier de consultation, remarquer différents scénarios avec une baisse drastique des cibles pour l'immigration humanitaire. On parle, dans le meilleur scénario, pour les réfugiés sélectionnés à l'étranger, un maximum de 850 combinés par année. Donc, ce qu'on aimerait souligner, c'est ces réductions sont faites au profit, si je peux me permettre, ou pour permettre aux réfugiés reconnus sur place d'avoir un nombre d'admissions plus élevé. Donc, ce que le RODPRAC demande, c'est de ne pas opposer artificiellement ces différents groupes de réfugiés. Ce sont des voies parallèles et complémentaires, mais qui suivent des processus administratifs tout à fait différents. On aimerait aussi souligner que dans l'entente cadre, dans l'accord Canada-Québec, pardon, que des fonds du fédéraux sont destinés pour les services d'accueil des résidents permanents. Et cela inclut les résidents permanents, donc les réfugiés pris en charge par l'État et les réfugiés parrainés. Avec une baisse drastique des cibles, on demande une transparence sur la distribution et la gestion de ces fonds. Et considérant encore une fois le nombre de cibles, le nombre d'admissions plus élevé, une transparence sur la gestion des fonds et de ne pas confondre les demandeurs d'asile et les réfugiés sélectionnés pris en charge, les réfugiés sélectionnés à l'étranger dans la gestion de ces fonds. Et pour compléter, on voulait aussi parler un peu de capacité d'accueil. La capacité d'accueil, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe. Pour nous, l'immigration, ce n'est pas la cause des problèmes qu'on a présentement dans les services publics, mais plutôt le révélateur où sont les problèmes. Les problèmes ont des causes beaucoup plus profondes, des investissements massifs pendant des décennies, des choses du genre, et ça nous permet de voir justement les secteurs qu'on a oubliés, les secteurs mal aimés. Et quand on développe la capacité d'accueil, tout le monde est gagnant parce que c'est la population en général qui voit leurs services pérennisés. Donc, pour nous, c'est comme un point important à soulever. Merci beaucoup.
Merci à vous deux. Alors, on va commencer la période d'échange avec Monsieur le ministre. La parole est à vous. Merci bien, Madame la Présidente. Merci pour votre présentation. Merci pour ce que vous faites pour ces personnes vulnérables qui veulent améliorer leur sort ou parfois fuir carrément la misère en venant ici, bâtir une nouvelle vie. Je pense qu'on est tous très sensibles à ça. La planification pluriannuelle, c'est une occasion de réflexion transpartisane avec des parlementaires de toutes les formations politiques, une occasion d'entendre vraiment une pluralité de points de vue. C'est intéressant de vous entendre aussi parce que c'est extrêmement complexe en migration. Il y a vraiment beaucoup de programmes. Certains relèvent exclusivement du Québec, d'autres exclusivement du gouvernement fédéral. Plusieurs sont partagés. Et puis, c'est sûr qu'à la fin, on a une préoccupation pour la langue française, on a une préoccupation pour la régionalisation, on a une préoccupation pour l'économie. Moi, on a aussi des obligations internationales, puis je vous dirais un devoir moral de faire notre part. Et là, toute la question est, mais quelle est notre part, considérant notre situation, puis où est-ce qu'on est rendu au Québec. Puis c'est ça qu'on essaie de débroussailler ensemble, de se projeter 4 ans en avant. À la page 11 de votre mémoire, vous recommandez que le gouvernement, puis là je vous cite, augmente de manière considérable les seuils annuels d'immigration à travers les catégories d'immigration et s'engage à maintenir un seuil d'admission d'au moins 15 % pour les réfugiés sélectionnés à l'étranger. Comment on peut se permettre d'augmenter la proportion de personnes sélectionnées à l'étranger dans un contexte d'accroissement important de demandeurs d'asile sur notre territoire? Puis en considérant aussi la longue liste d'attente de personnes qui sont en attente de résidence permanente. Comment on réconcilie tout ça? Tout d'abord, le fait les réfugiés reconnus à l'étranger, ça permet une façon planifiée de faire venir des personnes réfugiées. On peut voir le nombre, on peut déterminer le nombre, etc. Et ce 15%-là, on n'est pas tombé des nues. C'est quelque chose qui est discuté dans les milieux de parrainage, etc., depuis quelques années. C'est un consensus qu'on partage, entre autres, avec le Conseil canadien pour les réfugiés et avec l'Association des signataires d'entente de parrainage. Donc, c'est un chiffre qui est fait consensus au sein de la communauté de parrainage au Québec. Il faut comprendre aussi que les personnes réfugiées parrainées et les personnes prises en charge par l'État, c'est des gens qui vont aussi contribuer à la société québécoise. C'est aussi des gens qui vont occuper des emplois. Il y a une partie de cette population, c'est très varié, les réfugiés. Il y en a qui sont des pharmaciens, des docteurs, des infirmières, tout ça. Donc, à leur manière, ils viennent contribuer. Au niveau de la langue française, parmi ceux qui ne parlent pas le français, les réfugiés sont parmi ceux qui apprennent le plus le français. Parce que justement, quand ils arrivent, ils ne se disent pas, j'ai la possibilité de retourner après. Donc, ils ont une volonté d'intégration beaucoup plus grande. Et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde en bout de ligne. Est-ce que tu veux compléter? Oui, j'aimerais aussi souligner que dans le cadre du programme de parrainage collectif, l'accueil est fait entièrement par le privé, donc par des groupes de citoyens privés, par des organismes qui se chargent de cet accueil-là. Donc, ça ne retombe pas sur l'entièreté de la société. C'est vraiment un désir des citoyens, citoyennes, des Québécois et Québécoises d'utiliser leurs propres fonds, leur temps et vraiment d'accueillir ces personnes réfugiées-là, parrainées. Et vous avez raison de souligner ça, cet apport-là. L'État ne peut pas tout faire. Puis on parle d'ailleurs souvent
société d'accueil. Donc, sans doute que cette implication citoyenne-là est très importante, aide l'État dans sa mission, puis aide les gens dans leur intégration aussi, parce qu'on ne veut pas être accueilli par des programmes, on va être accueilli par des personnes. Donc ça, je vous remercie, vous et tous ceux qui participent à ça. À la page 14, vous recommandez la création d'une voie de traitement urgente pour les réfugiés particulièrement vulnérables. Comment on peut définir ça? Parce que les réfugiés, par défaut, enfin ceux qui sont reconnus, les demandeurs d'asile qui sont reconnus, les réfugiés, sont par défaut vulnérables, fuient une situation habituellement intolérable, fuient des persécutions. Donc, comment on fait pour classifier ça, puis dire ce groupe-là plutôt qu'un autre? Comment on ferait ça? Souvent, c'est que ces personnes plus vulnérables ont des facteurs de vulnérabilité, sont pas juste vulnérables dans le pays qui ont fui, mais aussi dans leur pays d'accueil. Prenons par exemple les personnes LGBTQ+. Le pays voisin peut être tout aussi dangereux que le pays qui ont fui pour elles. Donc ça, c'est un exemple de facteur de vulnérabilité particulier. Des réfugiés qui sont... et c'est aussi pour avoir plus de flexibilité pour répondre à des crises humanitaires ponctuelles. Un nouveau conflit éclate et parfois on peut vouloir accueillir des gens. On le fait entre autres avec les Ukrainiens. On a accueilli beaucoup d'Ukrainiens à bras ouverts, mais c'est un peu ça. Donc, c'est soit pour avoir une flexibilité pour des crises ponctuelles urgentes ou pour permettre à des réfugiés qui sont coincés dans des situations particulières parce que leur vie est en danger dans le pays d'accueil ou en danger de déportation, parce qu'il y a ça aussi dans certains pays. Par exemple, en ce moment au Pakistan, on pousse les réfugiés hors du Pakistan et on les retourne en Afghanistan. Donc, c'est ce genre de facteur-là. Il faudrait, en ayant une flexibilité dans le programme, on permettrait de prendre en charge plus rapidement ces gens-là et de leur permettre justement d'être en sécurité plus rapidement. Je comprends votre intention, mais je vois la difficulté de l'opérationnalité de ça, parce que entre quelqu'un qui fuit la guerre, quelqu'un qui fuit la famine, quelqu'un qui fuit la persécution, quelqu'un qui avait trouvé refuge dans un pays, mais qui doit le quitter, c'est dur de hiérarchiser tout ça, puis de dire, ben tel groupe devrait peut-être passer devant la file. En même temps, je comprends, mais je trouve ça particulièrement délicat. Et le HCR peut accompagner le gouvernement pour aider à avoir des critères objectifs pour déterminer qu'est-ce qu'une situation d'urgence, quelle population pourrait rencontrer un niveau de précarité supplémentaire qui justifierait le passage par la voie d'urgence. Je sais qu'au fédéral, dans le programme équivalent au fédéral, il y a des choses qui permettent des traitements accélérés. Entre autres, les personnes LGBTQ+, ont quelque chose à ce niveau-là, mais il y a d'autres populations qui permettent ces voies accélérées. On peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Sur un tout autre sujet, depuis quelques années, le Québec fait bien plus que sa part par rapport à tout le reste du Canada pour l'accueil de réfugiés demandeurs d'asile. On est quelque chose là, entre 37, 38 et il y a eu des années où presque à 50 de tous les demandeurs d'asile pour tout le Canada. Quelle est votre perspective entre cette inéquité-là? Là? Les Québécois ont un grand cœur, mais ça pose des enjeux. Puis en même temps, je veux dire, je pense que les Albertains aussi ont un grand cœur, puis les Néo-Écossais aussi. Là, je veux dire, comment vous voyez ça, là, cette inéquité-là? Comment on ferait pour, je sais pas, s'assurer que ça soit de manière plus juste, que les demandeurs d'asile, les réfugiés, soient installés, puis accueillis, puis pris en charge dans tout le reste du Canada?
Une des choses à ce niveau-là, premièrement, pour moi, les demandeurs d'asile et les réfugiés reconnus à l'étranger, c'est deux choses différentes. Ils ont leur propre processus. Il est extrêmement difficile de contrôler la partie des demandeurs d'asile parce que c'est des gens qui se présentent sur place. Cependant, pour le fait d'avoir des programmes de réinstallation, que ce soit par le gouvernement ou par le privé, ça diminue la pression sur les demandes d'asile parce que ça donne une voie régulière et planifiée d'immigration des réfugiés et ça permet aux gens d'avoir un espoir. Quand on ferme complètement les programmes de réinstallation, on augmente la pression sur les demandeurs d'asile parce que les gens, n'ayant pas d'autre voie, vont essayer de se rendre sur place pour demander l'asile. Donc, pour moi, au contraire, le fait de diminuer l'immigration permanente de réfugiés a un impact, augmente la pression au niveau des demandeurs d'asile. Je vous remercie. J'ai des collègues qui veulent poursuivre l'échange avec vous. Merci. Oui, Madame la députée de Vimont, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux d'être présents pour nos travaux, toujours appréciés. Page 15, vous mentionnez que les délais d'attente pour avoir accès aux cours de francisation ont atteint des niveaux stratosphériques et que vous recommandez naturellement que le temps d'attente pour commencer un cours de français soit réduit à un maximum de 3 mois. Peut-être, je vais vous ramener une petite nuance là-dessus, ou même pas une nuance, en fait, un fait, là, plutôt. C'est que notre liste d'attente a énormément diminué les derniers mois. Juste pour vous donner un chiffre, là, un peu pour vous situer, on compte en septembre moins de 14 000 personnes en attente de commencer un cours, comparativement à 34 000 à la même période en 2024. Vous comprendrez que cette diminution fait en sorte que tout se raccourcit dans le bon sens. Donc, à ce moment-là, il y a quand même il y a un espoir. Si jamais vous n'en voyez pas, je vous l'annonce, il y a quand même un espoir. Ma question en lien avec ça, si vous nous demandez, si vous posez la question, ou en fait, si vous recommandez d'avoir moins de délais d'attente, est-ce que c'est parce que sur le terrain, vous avez des échos de francisation? Est-ce que vous sentez là, qu'il y a un bassin là, qui sont prêts, là, qui attendent, là, qui sont sur les charbons ardents pour être francisés? Moi-même, je travaille dans un organisme de parrainage de réfugiés au quotidien. Dans les réfugiés que j'ai accueillis durant la dernière année, dans les 2 dernières années, j'ai vu des cas de gens attendre plus d'1 an pour avoir accès à la francisation. Et c'est un frein majeur à l'intégration dans la société québécoise. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils veulent réellement avoir accès à la francisation. Et c'est pour ça qu'on a amené une telle recommandation. Je salue le fait que l'annonce que vous me faites, qu'il y a eu des réductions majeures dans les délais d'attente. Et je suis content, mais ça reste que, en ayant un objectif clair, ça nous aide justement à voir, OK, qu'est-ce qu'on a encore à faire, qu'est-ce qui a été fait. S'il n'y a pas d'objectif, c'est difficile d'évaluer la performance de cette réduction-là. Tout à fait. Et puis le but, c'est justement de ne plus avoir de liste d'attente. Moi, là, c'est un grand but, là, on va s'entendre, là, mais c'est sûr que plus qu'on s'améliore, mieux c'est. En fait, c'est ce qu'on souhaite. Puis d'avoir aussi un peu de l'écho de votre côté, de savoir, bon, il y a quand même une forte demande, vous êtes sur le terrain, donc vous êtes un peu les yeux, les oreilles, hein, pour nous. Et puis, oui, c'est ça, c'est que en lien aussi avec ça, on a quand même aussi un budget de prévisibilité aussi qui est là. Donc, tout ça fait en sorte que la vision, elle est là. On est aussi dans cette orientation d'augmenter la francisation à 75 %. Selon vous, c'est quelque chose qui est je ne veux pas dire acceptable, là, mais qui est envisageable? En fait, je vous dirais que les réfugiés parrainés et les réfugiés pris en charge par les États vont être parmi les populations de réfugiés qui vont atteindre le plus facilement ce pourcentage de francisation-là.
parce qu'ils ont ce désir-là, justement, d'apprendre le français, ce désir de s'intégrer et de contribuer à la société d'accueil. Donc, c'est un objectif qui est très, très, très faisable si on s'y donne les moyens, bien sûr, si on bâtit la capacité de le faire. C'est combien de temps encore, Madame la Présidente? 1 minute 10. OK, parfait. Par curiosité, vous en rencontrez combien je ne veux pas dire par jour, j'ose pas, là, mais environ, là, vous en rencontrez combien de gens, là, de réfugiés que vous accueillez ou peu importe, là? En fait, comme on est un regroupement, ça peut varier d'organisme à organisme. Évidemment, avec la suspension des programmes, du programme, il y a une baisse de soumission de demande et donc d'admission. Mais mon collègue Hugo, qui est sur le terrain, est-ce que tu as un chiffre approximatif? C'est difficile parce que d'année en année, nos nombres diminuent. Mais tu sais, à l'époque des Syriens, on en accueillait beaucoup. On a accueilli, notre organisme a accueilli au-dessus de 1000 Syriens, Syriennes. En ce moment, on est entre les 50-100 personnes réfugiées parrainées de beaucoup de nationalités différentes et de tout âge. Donc, OK. Donc, on parle d'entre C'est tout le temps que nous avons, Madame la députée. Je transmets maintenant, Monsieur le député de l'Acadie, la parole est maintenant à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, bon après-midi. Merci d'être là, de l'échange que vous avez avec la Commission. Merci également pour votre mémoire et le travail que vous faites auprès de populations souvent vulnérables. Alors, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie. J'ai quelques questions pour vous en lien avec votre mémoire. À la page 16, vous parlez de la pérennisation du programme et vous suggérez que le programme de parrainage collectif doit être consolidé et inscrit dans une vision à long terme. Et là, évidemment, vous faites aussi référence d'entente cadre avec des organismes de parrainage dits expérimentés. Donc, est-ce que ça fonctionne toujours? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous avez des enjeux à ce niveau-là? Parce que, à la note 13, vous écrivez « Depuis la mise en place du tirage au sort dans le programme de parrainage collectif pour les organismes, le nombre est fixé à 0. » En fait, maintenant, les organismes ont plus de minimum de dossiers à déposer par année. C'est ça, la norme de 0. Pourquoi qu'on parle beaucoup de la pérennisation? C'est qu'il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années dans le programme. Des changements qui fragilisent le fonctionnement même du programme de parrainage. Entre autres, depuis les tout débuts, depuis les années 80, le parrainage de réfugiés fonctionne, un organisme parraine, et il y a des coparrains sur le terrain qui aident à l'intégration sociale des réfugiés et qui aident aussi financièrement au niveau du parrainage lui-même. Ce fonctionnement avec coparrains est pan-canadien. Tous les groupes, tous les signataires d'entente de parrainage dans le reste du Canada fonctionnent avec des coparrains. Avec les modifications réglementaires qu'il y a eu dans les dernières années, le principe des coparrains au Québec a été beaucoup fragilisé, sans vraiment consulter les organismes à ce niveau-là d'ailleurs, et sans vraiment l'expliquer, jusqu'à suspendre des organismes de parrainage qui font bien leur travail, qui ont un travail reconnu, en disant « vous frottez le programme parce que vous n'êtes pas les frais parrains, c'est les coparrains ». Et avant 2024, il n'y avait eu aucun document papier qui nous le disait clairement. Mais depuis 2024, c'est rendu clair de la part du MIFI, ce qui fait que ça met en péril beaucoup d'organismes de parrainage qui travaillent depuis 35 ans, 40 ans dans le milieu du parrainage.
On parle d'organismes comme le Diocèse de Montréal, Action Réfugiés Montréal. C'est des gens qui n'ont jamais fraudé les réfugiés. C'est des gens qui n'ont jamais eu des comportements problématiques à ce niveau-là et qui se font mettre au banc des accusés. Au lieu de discuter avec les groupes de parrainage et d'essayer de voir comment pouvons-nous avoir un fonctionnement qui permet de continuer avec le coparrainage, qui est une façon saine de gérer le programme, tout en ayant un encadrement qui permet de ne pas faire n'importe quoi. Et nous, on a des propositions, mais on se fait refuser d'être écouté par les fonctionnaires parce qu'ils nous considèrent un conflit d'intérêts. OK, attendez. Je veux bien comprendre. Quand vous parlez de coparrain, par exemple, donc ça pourrait être un organisme qui aide un autre organisme, par exemple, qui accueille des réfugiés, qui l'aide d'une façon financière, ou est-ce que ça peut être ça, ou encore qui fait en sorte qu'ils ont une capacité, par exemple, je ne sais pas moi, pour procurer des vêtements ou des biens de première nécessité. Est-ce que ça pourrait être des situations comme ça? Puis là, bien, ça fait en sorte que si, admettons, le coparrain a une capacité financière que le parrain n'a pas, bien, à ce moment-là, le système ne fonctionnera plus. Est-ce que je comprends bien ou avez-vous des exemples précis à donner? En fait, un coparrain est plus souvent des gens de la population civile. C'est rarement, dans le reste du Canada, c'est possible des coparrainages d'organismes. Au Québec, ça n'a pas été la façon de faire jusqu'à présent. C'était un organisme avec des individus, des personnes physiques. Donc, une personne morale qui garantit le parrainage auprès du gouvernement et qui est responsable auprès du gouvernement, et des personnes du terrain qui deviennent les yeux, les mains pour l'organisme et qui travaillent à l'intégration de ces personnes-là au jour le jour avec l'accompagnement des organismes. Donc là, je comprends que, si je vous ai bien compris ça maintenant, c'est plus possible ou c'est très difficile? Ce n'est plus... ce n'est techniquement plus possible. En fait, c'est légalement plus possible. Le MIFI, le ministère de l'Immigration, a partagé un mémo là, aux organismes en 2024, écrivant noir sur blanc que cette manière de procéder, qui est une manière historique pour les organismes de parrainage, donc que ce n'est plus admissible. Et est-ce que, bon, c'est parce qu'évidemment, on s'entend, s'il y a des fraudes, on ne veut pas ça, puis là, bien, l'État doit agir, mais est-ce que, avec l'expérience que vous avez du milieu, est-ce qu'il y avait beaucoup de fraudes? Est-ce que ça correspondait à un enjeu particulier? Savez-vous pourquoi le ministère a pris cette décision-là? Est-ce qu'on vous l'a expliqué? C'est sûr qu'en 2016, quand il y a eu la grande ouverture du programme et que il y a eu certains organismes qui ont été pris et qui ont été punis, 18 organismes qui ont fait des choses qui étaient répréhensibles. On est d'accord et le ménage a été fait à ce moment-là. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est que nous, on est prêt à travailler avec le ministère pour diminuer au maximum le risque de fraude. Et afin de justement, parce qu'on a le même but, c'est-à-dire on a le but d'accueillir des personnes réfugiées dans la dignité. Et ça, et c'est juste qu'on veut pouvoir, et c'est pour ça qu'un programme où qu'on est pleinement partenaire et qu'on a réfléchi ensemble au niveau dans le cadre, etc., nous aiderait à justement diminuer ce risque de fraude. Et, et pour moi, je comprends
les préoccupations, mais j'ai eu l'impression qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Parce que, bon, clairement, puis je le mentionnais précédemment, bon, des fraudes, on n'en veut pas, puis il faut prendre tous les moyens nécessaires pour les détecter et lutter contre ça. D'autant plus qu'avec les réfugiés, souvent, ce sont des gens qui vivent dans des situations qui sont fragilisées. Donc, en plus, on ne veut surtout pas, mais surtout pas, qu'ils soient exploités, donc on se comprend. Mais je comprends aussi qu'il n'y a pas eu de consultation avec les organismes sur le terrain avant ces changements de processus, finalement? Non. Les TIS qui ont discuté des changements avec la TCRI, mais c'était des discussions qui n'étaient pas des consultations, puis les organismes n'ont pas été directement informés avant 2024. Pourtant, les changements ont été appliqués avant ça et des organismes ont été condamnés en fonction de ces changements-là. OK. Je vous remercie. J'aimerais maintenant qu'on parle du regroupement familial. On a parlé plus tôt aujourd'hui. Il y a un organisme qui est venu aussi nous parler, en fait, c'est un cabinet d'avocats, des enjeux, de la longueur. Moi, j'aimerais, en fait, c'était l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. C'est un dossier qui me préoccupe beaucoup. Qu'est-ce que vous vivez? Ça se passe comment sur le terrain? Quels sont les délais auxquels vous êtes confrontés et des enjeux que vous rencontrez? En fait, nous, les organismes de parrainage, au niveau de la réunification, on a une voie particulière qui s'appelle le délai prescrit d'1 an. Le délai prescrit d'1 an, ça ne veut pas dire que la personne arrive dans 1 an, ça veut dire qu'une personne réinstallée a 1 an pour déposer un dossier pour faire venir les dépendants qui n'ont pas pu voyager avec lui. Et les délais de ce programme sont tout aussi, sinon plus, sont tout aussi longs que le programme de réunification familiale. D'ailleurs, ont des principes de vérification similaires, tout ça. Donc, oui, on est confronté au même délai. Et quelque chose qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une disparité de délai selon le pays dans lequel la personne est. Mais ça, c'est plus des problématiques propres au fédéral. À ce niveau-là, mais on constate aussi que dans le délai prescrit d'1 an, il y a aussi des délais inacceptables, surtout dans le cas de mineurs non accompagnés. Oui, exact. Parce que, c'est-à-dire que je ne comprends pas que quand des personnes mineures essaient de faire venir leurs parents, ou que des parents essaient de faire venir un enfant qui est de côté, qui n'a pas de voie express, pour faire venir ces enfants qui sont séparés de leur autorité parentale ou des parents de ces enfants séparés de leur autorité parentale. Quand on sait qu'au fédéral, il y a une voie express, il y a des façons de demander à IRCC d'accélérer le traitement pour ces enfants-là, puis il n'y a pas ça en ce moment au Québec. Ça, on n'a pas ça. Mais écoutez, je vous le dis de mémoire, là, mais le Canada et donc le Québec a adhéré à la Convention internationale des droits des enfants. Comment on réconcilie ça? On parle d'enfants, parler d'enfants mineurs, là, ils n'ont pas de parents, veulent les faire venir, puis il n'y a pas de voie accélérée au Québec. Alors, parlez-moi de ça un peu. Puis ça semble, en tout cas, ça semble pas être conforme à la Convention internationale. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est sûr que pour nous, c'est les enfants mineurs non accompagnés, c'est très important que le Québec puisse faire sa part dans le processus, que ce soit en passant, en établissant des normes de service claires ou tout autre moyen là, législatif, mais que dans le contexte de regroupement, de réunification familiale pour personnes réfugiées ou pour d'autres catégories d'immigrants, que ce soit fait dans le respect, dans l'humanité, puis dans le respect des droits de l'enfant.
à la page 13 de votre mémoire, la recommandation 8, et vous venez d'y faire référence, là. Vous parlez des normes de traitement de 12 mois pour le programme de parrainage de personnes réfugiées à l'étranger, mais vous écrivez, lorsque nous regardons le nombre de personnes réfugiées accueillies par le Québec en 2024 par rapport aux cibles, nous constatons un écart très important. En effet, la province en a accueilli seulement 992 personnes réfugiées dans le programme de parrainage collectif lorsque son objectif était de l'ordre de 3 650 personnes. C'est plus de 2 600 vies qui attendent encore d'être sauvées. Mais nous constatons sur le terrain que divers processus administratifs au MIFI prennent plus de temps qu'autrefois. Et à la fin du paragraphe, à la page 14, vous écrivez « Ces délais obligent parfois même des personnes réfugiées à refaire l'examen médical ». Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? C'est quoi les processus administratifs qui prennent plus de temps? Et l'accès aux services de santé est un enjeu au Québec, donc ça ne doit pas être facile. En fait, quand on parle de l'examen médical ici, c'est l'examen médical pré-arrivé. Donc, quand IRCC a approuvé la candidature, la personne passe un examen médical qui est valide pour 1 an. Il y arrive parce que les engagements qu'on prend avec Québec ont une durée de vie limitée. Si le traitement du dossier a pris plus que temps que la durée de vie de l'entente de l'engagement, on doit renouveler l'engagement. Autrefois, quand moi j'ai commencé à travailler dans le parrainage, ça fait 9 ans que je travaille dans le parrainage collectif, une entente, un renouvellement d'engagement pour un organisme expérimenté, c'était 1 mois, maximum 3 mois. Maintenant, post-pandémie, j'ai vu des délais atteindre facilement 1 an. Pas toujours, mais j'ai vu des renouvellements d'engagement prendre 1 an. Et le renouvellement d'engagement retarde la délivrance du CSQ. Si le CSQ n'est pas délivré, IRCC attend après ça pour transférer le dossier à l'Organisation internationale pour la migration pour faire la réinstallation de la personne. Et si le processus renouvellement d'engagement, émission du CSQ prend trop de temps et que le délai d'1 an est passé, toute la famille doit repasser l'examen médical avant de prendre l'avion. Donc, à ce moment-là, c'est un délai supplémentaire. OK. Très bien. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous deux de votre contribution à nos travaux. Alors, on suspend quelques instants le temps que le prochain groupe s'installe. Merci.